Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle édition du journal dont voici les principales informations. Le 1er août, date d'investiture du président élu Mohamed Cheikh El Ghazouani. Plusieurs chefs d'État devraient y participer. Le président du RFD prône la réconciliation entre toute la classe politique. Cet appel intervenait alors que le pays s'apprête à vivre l'investiture d'un nouveau président. Investissons pour éliminer l'hépatite. C'est le thème choisi pour célébrer la journée mondiale de lutte contre les hépatites en Mauritanie. Bonsoir et bienvenue. Les préparatifs vont bon train pour l'investiture du président élu Mohamed Cheikh El Ghazouani. Selon plusieurs sources, plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains sont attendus à Nouakchott dès ce mercredi pour assister à cette cérémonie qui se tient le 1er août au palais des conférences Al Mourabitoun. En plus des chefs de gouvernement, d'importantes personnalités étrangères et des représentants d'organisations régionales, sous-régionales et internationales doivent aussi prendre part à cet événement. Selon le protocole, les présidents attendus seront accueillis par le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz et le Premier ministre Ahmed Salem Ould Bachir. Le président du Rassemblement des forces démocratiques RFD, Ahmed Ould Daddah, a appelé hier à la réconciliation de l'ensemble de la classe politique. Lors d'une rencontre politique organisée au siège de son parti à Nouakchott, Ahmed Ould Daddah a dit que le pays est à la croisée du chemin avec la fin d'un régime et le début d'un autre, indiquant que le nouveau régime représente la Mauritanie dans toutes ses composantes. Ahmed Ould Daddah a souligné que la Mauritanie souhaite que la Mauritanie aille sur la voie de la réconciliation, ce dont elle a besoin, précisant qu'il n'avait aucun intérêt auprès du prochain régime et que sa priorité était la solution pour les problèmes que connaît le pays. Le président du RFD a invité tous les Mauritaniens à saisir cette occasion pour participer à la construction du pays. Le parti de l'Union des forces du progrès a rendu public un communiqué dans lequel il indique que des personnalités dirigeantes de l'UFP ont multiplié ces derniers jours des déclarations relatives à l'appréciation des résultats de la dernière élection présidentielle qui vont directement à l'encontre des positions officielles de la direction du parti. Et à ce sujet, l'UFP tient donc à préciser que ces déclarations ne reflètent nullement la position du parti, ni d'ailleurs celle des 4 candidats de l'opposition à la dernière élection présidentielle en Mauritanie. Ces déclarations intempestives émanant de personnalités qui se proclament encore de l'opposition tendent curieusement à accréditer l'idée d'une élection transparente et démocratique et des résultats prétendument conformes à la volonté des électeurs. Les différentes sorties médiatiques de ces personnalités qui s'apprêtent manifestement à une véritable campagne de communication en faveur des thèses proches de celles du régime dans cette période de crise post-électorale jettent légitimement la suspicion sur les intentions réelles de leur auteur, ajoute le communiqué de l'UFP. Et puis, je vous le disais en titre, la Mauritanie a célébré ce lundi, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre les hépatites sous le thème « Investissons pour éliminer l'hépatite ». Les hépatites virales constituent de nos jours un problème de santé publique majeur à l'échelle nationale et mondiale. Selon l'OMS, les hépatites virales B et C touchent 325 millions de personnes dans le monde, causant 1,4 million de décès par an. Reportage CRCDB. Les hépatites virales sont une pathologie répandue en Mauritanie. Les statistiques officielles parlent d'un taux de prévalence de 12 à 17% selon les wilayas. L'hépatite B reste la plus présente en Mauritanie. La journée mondiale de lutte contre les hépatites a une résonance toute particulière dans notre pays qui affiche l'un des taux les plus élevés de la sous-région. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Je voudrais rappeler que l'hépatite virale B
est une maladie répandue en Mauritanie. Dans certaines régions, elle peut atteindre 17%. Dans d'autres régions, 10, 8 à 12%. Ce qui sont des taux extrêmement élevés. Mais c'est une maladie qui, quand elle atteint la personne, elle peut être un peu dangereuse. Elle peut évoluer vers la chronicité. Malgré ça, il y a des traitements quand même. Elle peut évoluer vers le cancer à des stades très avancés. Et là, il n'y a pas eu de traitement. Mais 80% des gens n'ont pas cette maladie et donc peuvent se faire vacciner. 80 à 95%, ça dépend des régions. Et cet hôpital, l'Institut national de pathovirologie, est un institut de recherche, est un institut de prévention, de sensibilisation, mais aussi de prise en charge des patients. La vaccination reste le salut pour éviter cette maladie dangereuse et mortelle. C'est une maladie qui peut être évitée par la vaccination. La vaccination à deux niveaux. D'abord au niveau des personnes déjà adultes, des grandes personnes, et ça concerne 80% des gens. Ils peuvent venir faire les tests et s'ils n'ont jamais été en contact avec le virus, on peut les vacciner. Et il y a 3 vaccins, 2 vaccins à 1 mois d'intervalle et le 3e vaccin au 5e mois. Et là, la personne devient complètement immunisée et n'est plus un vecteur de transmission de la maladie, ni pour elle-même, ni pour sa famille, ni pour son épouse, ni pour ses enfants. Le deuxième niveau, c'est au niveau des enfants à la naissance. Et dans toutes les salles d'accouchement de ces pays, il y a des vaccins contre l'hépatite, des doses de vaccins à la naissance qui sont prêtes. Et ce que je voudrais demander ici, c'est que toutes les femmes qui accouchent ne doivent pas quitter la salle d'accouchement avant que leur enfant ne soit vacciné. La création du Centre national d'hépatovirologie est une riposte des autorités face à l'ampleur de la maladie. Désormais, les patients disposent d'un cadre adéquat pour la vaccination contre les hépatites et pour les soins appropriés, en plus de la sensibilisation et de la communication autour des hépatites virales. Le directeur général de la CINIM a accepté d'augmenter les salaires de tous les employés de la société minière. L'augmentation sera attribuée au salaire du mois de juillet et s'inscrit dans le cadre d'un accord signé entre les délégués des employés avec la direction et annulant l'augmentation 2014. Cette nouvelle convention prévoit une augmentation de 10% sur 10% du salaire de base à condition que le prix moyen du fer revient à $90 au plus pendant 6 mois consécutifs. Une médiation mauritanienne conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Ahmed Ould Abdallah a permis de mettre fin aux affrontements entre les factions maliennes, en l'occurrence les Tarmouz et les Oulad Ish à l'Irnab, relevant de Tombouctou. Les deux parties ont convenu également de poursuivre les négociations sous les auspices du gouvernement mauritanien dans la capitale Nouakchott. Sid Ahmed Belilatou. Grâce à la médiation mauritanienne dirigée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Ahmed Ould Abdallah, les belligérants maliens ont signé hier un accord portant sur un cessez-le-feu et l'arrêt de tout acte accessible. Les belligérants maliens ont signé hier un accord portant sur un cessez-le-feu et l'arrêt de tout acte susceptible de menacer la sécurité et la quiétude publique à l'Arneb. Le 25 juillet dernier, les deux fractions arabes rivales de la région de Tombouctou qui se sont livrées à des combats meurtriers, le bilan faisait état d'au moins une dizaine de morts et de nombreux blessés, dont certains grièvement. Depuis quelques mois, les prémices de ces affrontements étaient perceptibles. La fraction de Tormoz, plus favorable au mouvement arabe de l'Azawad, plateforme accusée les Oulad Ish, proche du mouvement arabe de l'Azawad et la coordination des mouvements de l'Azawad, d'exercer un contrôle sans partage dans tous les domaines d'activité, y compris la gestion des postes d'entrée. Une situation qui dure depuis 2013 et qui a fini par excéder les Tormoz. Pour tenter de pacifier ces deux fractions, une rencontre a récemment été organisée à Bamako en présence de leurs responsables sous l'égide du ministère de la Réconciliation nationale et la mission d'appui à la réconciliation. C'est ainsi que le mercredi dernier, un accord censé ramener la paix a été signé par les leaders de ces deux fractions à Bamako. Selon plusieurs sources, les combats ont eu lieu à l'aide d'armes automatiques, d'où de nombreux blessés par balle. D'aucuns disent que les tirs ont duré près de 5 heures d'horloge. Notons que dans ces zones, les différentes communautés se sont livrées à une véritable course aux armements pour se protéger et pour montrer leur puissance de feu. Une situation accentuée par le déclenchement de la rébellion en 2012 avec l'avènement des mouvements armés.
Le troisième contingent de nos pèlerins de l'année 1440 de l'Hégire sont arrivés ce matin à Médine dans de bonnes conditions. Ils ont été accueillis à l'aéroport par une délégation du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original se trouvant déjà sur les lieux. Les pèlerins mauritaniens des 2 premiers vols poursuivent à Médine l'accomplissement des 40 prières dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Le nombre de pèlerins pour cette année sera au complet avec l'arrivée demain matin du 4e et dernier contingent à Médine, constitué de pèlerins et de la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, Ahmed Ould El Daoud. En Algérie, un premier pas avait été fait jeudi 25 juillet pour l'ouverture des négociations entre les Algériens qui manifestent depuis le 22 février et les autorités avec la nomination de 6 médiateurs. Ce dimanche, le groupe de médiateurs a intégré un nouvel élément, un jeune qui serait le représentant des manifestants selon un communiqué. Le panel a tenu sa toute première réunion et présenté son plan de travail. Les 6 personnalités chargées de conduire le dialogue ont lancé un appel à 23 autres personnes. Un appel pour les rejoindre dans leur travail de médiation et répondre à l'appel de la patrie. Ces 23 personnes sont des figures de la guerre d'indépendance, anciens ministres ou chefs de gouvernement, syndicalistes, médecins, militaires, journalistes, figures militantes, avocats et personnalités religieuses. Le panel a aussi donné les premières indications sur son plan de travail. D'abord, recevoir la société civile, les partis, des personnalités, mais aussi des jeunes, des militants et des manifestants représentant différentes régions du pays et élaborer des propositions. Au Soudan, 5 manifestants, dont 4 lycéens, ont été tués par balle aujourd'hui lors d'un rassemblement dans la ville d'Al-Obeid, suscitant la colère au sein du mouvement de contestation qui a dénoncé un massacre et a appelé à de nouveaux rassemblements. Après ces violences survenues à la veille d'une reprise de négociations entre pouvoir et militaires et contestataires pour finaliser un accord sur la transition, les autorités ont imposé un couvre-feu nocturne dans la ville d'Al-Obeid et 3 autres localités de l'État de Kordofan Nord. Le Soudan est en proie à un mouvement de contestation depuis décembre, déclenché après le triplement du prix du pain. Les manifestations se sont transformées en opposition au président Omar El-Béchir, destitué et arrêté par l'armée le 11 avril après 30 ans de pouvoir. Le gouvernement devait agir avant que la situation ne soit hors de contrôle après avoir averti à de nombreuses reprises que les gens ne devaient pas se servir de la religion pour ne pas respecter les lois. C'est ainsi que la présidence nigériane a justifié l'annonce hier de l'interdiction du mouvement radical chiite, connu sous le nom de mouvement islamique du Nigeria. La veille, un tribunal d'Abuja avait ouvert la voie en autorisant le gouvernement à interdire cette formation pour terrorisme et activités illégales. La décision a donc été prise après les manifestations organisées par le mouvement islamique du Nigeria dans la capitale d'Abuja pour réclamer la libération de leur leader Ibrahim Zaki, détenu depuis décembre 2015. Il avait été arrêté après des violences pendant une procession de religieuses. L'armée avait tiré, faisant plus de 350 morts pour la plupart des chiites non armés, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Donald Trump a accusé aujourd'hui le révérend Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits des Noirs, d'être un escroc qui déteste les Blancs et les policiers, s'exposant à de nouvelles accusations de racisme après ses attaques pendant le week-end contre un élu noir de la ville de Baltimore. Interrogé par des journalistes à Baltimore, Al Sharpton a déploré que le président américain joue la carte de la division raciale. Il a une dent en particulier contre les Noirs et les personnes de couleur, a ajouté le pasteur baptiste, ancien candidat à la primaire démocrate de 2004. Fin de ce journal, le rappel des titres. Le 1er août, date d'investiture du président élu Mohamed Cheikh El Ghazouani.
Plusieurs chefs d'État devaient y participer. Le président du RFD prône la réconciliation entre toute la classe politique. Cet appel intervenait alors que le pays s'apprête à vivre l'investiture d'un nouveau président. Investissons pour éliminer l'hépatite, c'est le thème choisi pour célébrer la journée mondiale de lutte contre les hépatites en Mauritanie. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle. À sa tête, Aboubakr Siddiq, VFL. Bonne soirée à tous.